Bonjour à tous, bienvenue à cette masterclass organisée par le pôle éco-conception et l'ADEME en ce qui concerne du coup les SCV organisationnels. Donc, je vous rappelle les règles de cette masterclass. Je vous demanderai de couper votre micro si vous n'intervenez pas. De couper aussi votre caméra si vous n'êtes pas en train de parler. Et vos questions, vous pouvez les écrire. Alors, vous avez en fait une partie qui s'appelle QR, normalement, sur Teams. Vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là. Vous pourrez les poster au fur et à mesure du coup de la masterclass. Moi, de mon côté, je noterai du coup les questions au fur et à mesure. Vous allez voir, on a des temps prévus pour échanger. Donc, on reprendra du coup les questions que vous avez posées et on y répondra du coup lors de ces moments d'échange. Alors, eh ben, je vais commencer par me présenter. Je te laisserai ensuite parler, Erwan. Donc, pour ma part, je m'appelle Romain Massenga. Je suis chef de projet éco-conception et ACV au pôle éco-conception. Et mes missions au pôle, ça va être de l'accompagnement d'organisations, d'entreprises dans leurs projets d'éco-conception. Je réalise des évaluations environnementales, donc des analyses de cycle de vie, ainsi que je participe aussi à des comités de revue critique. Je suis formateur, donc je suis formateur en éco-conception et en analyse de cycle de vie, donc je participe à des formations. Et vous avez mon adresse mail par la suite, donc on vous transmettra par la suite le support de présentation. Si jamais vous avez des questions par la suite concernant la masterclass, eh ben, vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse y répondre. Et du coup, je vais te laisser te présenter, Erwan. Merci Romain. Donc Erwan Autrey, moi je coordonne l'équipe éco-conception de l'ADEME, donc des ingénieurs au siège et aussi en direction régionale. L'éco-conception à l'ADEME, c'est quoi? Alors en deux mots, hein, on participe au développement d'outils et de méthodes. On a ce qui est parfois le plus connu des dispositifs de financement public, plusieurs millions d'euros pour promouvoir l'éco-conception et les projets d'éco-conception des entreprises, et puis aussi une action de promotion, de partenariat et de communication, comme c'est le cas aujourd'hui avec le pôle que je remercie. Alors, je vais déjà répondre à aussi une petite question. Apparemment, vous n'avez pas reçu l'information comme quoi c'était enregistré. Et effectivement, euh, je vais me renseigner du coup quand même lorsque mes collègues, les animateurs, vont présenter du coup leur support. Je me renseignerai pour vérifier que l'enregistrement se fait bien. Et l'enregistrement, par contre, il n'est pas prévu de le partager dans l'immédiat. On viendra vers vous avec des informations supplémentaires. Mais vous aurez par contre accès au support de présentation. Voilà, je fais une rapide présentation aussi des animateurs, donc des personnes qui vont participer à la présentation, à l'animation de cette masterclass. Ils se présenteront beaucoup plus dans le détail par la suite, quand ils présenteront du coup leur partie. Donc nous avons Alexandre Oliveira, qui est chef de projet normalisation, environnement et changement climatique. On a Marie de Saxé, qui est consultante indépendante. On a Hélène Telon, qui est consultante en éco-innovation chez Ginko 21. On a Dorian Issali, donc ingénieur analyse de cycle de vie et éco-conception chez INRAE Transfer. On a Philippe Osset, qui est président cofondateur de Solinen. Et on a Alan Fustek, qui est dirigeant de Goodwill Management et président de l'agence Lucie et de Carlotech. Donc, je vous présente du coup aussi brièvement, rapidement, comment va se dérouler les 2 heures. Là, on va avoir une introduction à la suite par Erwan au trade. Ensuite, on va avoir une description de la norme, donc de l'ISO 14072, qui sera faite par Alexandre Oliveira. Voilà, il va définir du coup les normes de référence en ce qui concerne l'analyse de cycle de vie, un petit point de l'ACV produit à l'ACV organisationnel et une petite présentation de la version 2024 de la norme.
Ensuite, on a une première séquence qui sera focalisée sur la méthode normalisée de l'analyse de cycle de vie organisationnel, de la théorie à la pratique, avec 3 retours d'expérience. Donc là, on va avoir Marie de Saxé, qui va présenter le cadrage méthodologique de l'ACV organisationnel, les avantages et les inconvénients, et des retours d'expérience, et un retour d'expérience, une étude de cas. Ensuite, on va avoir Hélène Telon qui va présenter ce que propose du coup Ginkgo 21 en tant qu'offre pour l'ACV organisationnel et aussi des retours d'expérience. Et on a Dorian Issali de l'INRAE Transfer, il faudra que je corrige, qui va définir du coup l'offre que propose INRAE Transfer et des retours d'expérience aussi. Ensuite, on a une deuxième séquence qui, cette fois-ci, sera focalisée sur la méthode européenne Organisation Environmental Footprint, donc EOF. Donc, ça sera défini, présenté par Philippe Osset, avec les choix de la démarche ACV organisationnelle et EOF, la vision avec l'approche ACV de famille de produits avec des extrapolations et des potentiels enseignements de la démarche appliquée à l'éco-conception. Ensuite, on a une troisième séquence avec avec l'autre méthode qui est la triple comptabilité. Et là, ce sera Alan Fustek qui va présenter du coup cette partie. Avec le calcul, avec la prise en compte d'un impact environnemental multicritère cycle de vie, la financiarisation des impacts, le quota des calculs sont des limites planétaires et le compte de résultat avec la dette environnementale d'une organisation. Donc chaque intervenant va présenter plus en détail du coup sa partie. Là, ce que je vous ai présenté dans le sommaire, c'est vraiment les grosses voilà les grosses lignes que vont présenter chacun des animateurs. Du coup, Erwan, je vais te laisser présenter la partie l'introduction. Très bien. Merci beaucoup, Romain. Moi, je voudrais justement commencer par des remerciements. Merci le pôle de nous avoir aidé à préparer cette masterclass. Merci aux 6 intervenants qui ont accepté aussi notre invitation à partager votre retour d'expérience sur la CV organisationnelle. Alors pour les participants, vous allez avoir beaucoup d'intervenants, ça va être riche et dense, mais c'est délibéré en termes d'organisation. Ça va vous montrer la diversité de choix, la diversité de méthodes, la diversité d'outils pour faire ces calculs d'empreinte environnementale à l'échelle d'une organisation. Et puis, moi, je suis ravi de voir 195 participants s'afficher. Je crois que ça fait partie des nombres très élevés pour des participations à des webinaires et j'en suis ravi. Et donc, ce que je voulais dire là, en introduction rapide, pourquoi une masterclass sur la CV organisationnelle? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un lien direct entre la CVO et l'appel à manifestation d'intérêt que l'ADEME va ouvrir très prochainement, dans les prochaines semaines, qui s'appelle Transition écologique des organisations. L'ADEME vous accompagne pour expérimenter une démarche d'éco-conception avancée. Alors, c'est quoi cet AMI? C'est un AMI qui vise à accompagner toute organisation volontaire qui souhaite définir d'une part et mettre en œuvre d'autre part. Il y a vraiment ces 2 volets qui sont importants. Définir et mettre en œuvre une transition écologique à partir de la démarche d'éco-conception en intégrant des objectifs de sobriété. Alors, quand on dit éco-conception avancée, c'est en fait une éco-conception qui va être généralisée dans l'organisation, généralisée à toutes les familles de produits, à toutes les familles de services que peut proposer l'activité de l'organisation. Et éco-conception avancée aussi avec ses objectifs de sobriété. Donc, c'est une expérimentation en fait nationale pour développer une méthode, des méthodes à partir des cas réels qui seront proposés par les organisations volontaires. On va les accompagner financièrement, bien sûr. Il y aura tout un processus d'instruction et de sélection dans l'appel à manifestation d'intérêt. Mais ce qui nous semble important, c'est qu'aujourd'hui, la CVO est une méthode qui a déjà une certaine antériorité, qui a fait ses preuves, qui a des études de cas, qui a de la littérature scientifique, et vous allez voir aujourd'hui des experts qui la mettent en œuvre. Et donc, on a besoin, il nous semble aujourd'hui pertinent de vous sensibiliser tous, de se mettre en action. Je pense que c'est sous-utilisé comme approche. Et donc, le cadre de cet AMI va permettre justement de mettre en œuvre, de définir et mettre en œuvre cette méthode à des fins
d'améliorer l'empreinte environnementale d'organisation. C'est là toute la pertinence de la méthode. Voilà pour les éléments de contexte. Et puis j'en profite d'avoir la parole là pour cette introduction, aussi pour vous informer qu'on vient de mettre en ligne sur la librairie de l'ADEME, une note de veille, si vous voulez en savoir plus sur l'ACVO, d'où ça vient, pourquoi on fait une ACVO, comment on l'a fait, donc un résumé en 2 pages de l'ISO 1472 qu'Alexandre Oliveira va nous présenter. Et puis aussi une revue biblio, plus d'une quarantaine de références bibliographiques qui sont à votre disposition et qui ont été analysées. Cette note de veille, elle a été réalisée par des étudiants de Centrale Nantes qu'on a fait travailler là depuis quelques mois. Et c'est un de leurs livrables. Et donc j'en suis ravi, c'est accessible dès aujourd'hui sur la librairie de l'ADEME. Voilà pour la partie introductive, Romain, et je pense qu'on a tous envie maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, super, merci Erwan. Et oui, voilà, je vais te laisser la main, Alexandre. Donc, bonjour à toutes et tous, et encore merci donc à Romain et à Erwan pour cette belle introduction. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Moi, je suis Alexandre Oliveira, donc je travaille à l'AFNOR, qui est l'association française de normalisation, et au sein de l'AFNOR, donc je m'occupe des actualités, différents projets normatifs, en particulier sur les questions d'environnement et de changement climatique. Et dans ce périmètre, il y a bien entendu toute la partie analyse de cycle de vie et étiquetage environnemental. Par ailleurs, pour l'ISO, je suis aussi en charge du comité technique, qui est un peu la structure qui regroupe tous les projets autour de l'analyse de cycle de vie au niveau international. Donc, très brièvement, l'idée, c'est pas forcément de rentrer trop dans le détail, mais je vais un peu présenter qu'est-ce que c'est que l'AFNOR. Donc, en fait, c'est une association de loi 1901. Et en fait, l'idée de l'AFNOR, c'est de permettre aux acteurs français de co-créer, de participer au niveau international, au niveau européen et au niveau français à la création de normes qui se font par consensus, qui sont co-construites et d'aider les acteurs français, surtout sur les questions internationales, de établir une stratégie d'influence pour créer un écosystème favorable aux organisations françaises. Voilà. Un peu du coup, en lien avec ça, je vais expliquer aussi un petit peu parce qu'effectivement, on se perd un peu souvent sur les questions des normes, notamment. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une norme volontaire? En fait, c'est vraiment très différent de ce qu'on appelle une norme réglementaire. C'est un document qui s'applique de façon, comme son nom l'indique, volontaire. Il est élaboré par consensus et c'est un élément qui est réfléchi et qui, en fait, est dans un cadre qui se veut robuste et donc bien établi. Donc l'idée, ça va être en fait d'une norme, ça va être de fournir un cadre de référence, des lignes directrices, des bonnes pratiques, par exemple des prescriptions techniques ou qualitatives, vraiment tout ça sur un sujet donné, et ça va permettre en fait quelque part d'harmoniser les bonnes pratiques, de donner des définitions et en fait quelque part de poser vraiment un cadre sur une typologie de pratique. Et c'est notamment le cas aujourd'hui, on va le voir pour l'ACV organisationnel. Très brièvement, comment ça se structure? Donc l'AFNOR, en fait, est un membre. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'ISO puisqu'on parle d'une norme ISO, la 14072. AFNOR est membre de l'ISO, au même titre que plein d'autres pays font partie de l'ISO. C'est un peu le même principe que l'ONU. Et donc, chaque pays a une voix. Et au sein de chaque pays, donc pour nous, AFNOR, on a ce qu'on appelle des commissions de normalisation dans lesquelles on va retrouver des entreprises, des syndicats, on va retrouver toute une typologie d'acteurs très différentes qui, eux, vont co-construire ensemble, on va co-construire une position française et c'est cette position qu'on va porter au niveau international et c'est la position française mise en relation avec toutes les autres positions de tous les autres pays, le consensus qui s'établit autour de toutes ces discussions, qui crée des documents robustes
comme notamment les normes d'analyse de cycle de vie, dont on va parler un petit peu plus en détail maintenant. Donc, avant toute chose, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la norme ISO 14072 sur l'analyse de cycle de vie organisationnelle, elle ne fonctionne pas vraiment en vase clos. Elle vient compléter toute une série de normes qui débutent il y a assez longtemps. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les pratiques d'analyse de cycle de vie, la France, c'est vraiment un pays qui a été précurseur. C'est-à-dire qu'on est le premier pays, notamment, à s'être doté d'une norme d'analyse de cycle de vie qui s'appelait la NFX 3300, qui date de 1994. Euh, euh, Étant donné la robustesse de ce document, on a décidé d'en faire une norme internationale, donc dans un comité technique international à l'ISO qui s'appelle l'ISO TC 207 SC5, qui produit les normes d'ACV. Si vous voyez passer peut-être ce sigle, vous saurez. Et notamment les normes ISO 14040 et ISO 14044. Voilà. Donc, comme je le disais, en fait, il ne faut pas considérer les normes comme étant indépendantes les unes des autres seulement, mais en fait comme de voir les choses comme un archipel normatif et de se rendre compte que notre norme ISO 14072 sur l'analyse de cycle de vie organisationnelle, en fait, elle est ancrée bien sûr autour des normes euh, très connues qui sont l'ISO 14040 et 14044 qui donnent en fait les exigences et les lignes directrices pour l'analyse de cycle de vie produit, mais aussi en fait de tout un autre panorama de normes sur notamment des normes de déclaration, l'analyse de cycle de vie social maintenant, l'empreinte carbone produit, bref, on a vraiment tout un panorama de normes et cette norme, elle est inclue, intégrée à ce panorama normatif. Voilà. Donc, comment en fait ça se structure, comment on a pensé ce projet sur l'analyse de cycle de vie organisationnel. En fait, il se structure autour d'un cadre méthodologique normalisé autour des normes 14040 et 44, qui sont des normes très connues dans le domaine de l'analyse de cycle de vie. S'il y a des ACVistes parmi vous, vous les connaissez certainement. Donc en fait, l'idée, c'était pas de réinventer la roue, mais en fait de se baser sur ce socle normatif solide qui a fait ses preuves, qui, comme je le montrais, existe depuis de nombreuses années, et en fait de voir comment de ce texte, on peut l'adapter quand c'est nécessaire pour le besoin des organisations. Donc, ça a été un projet qui a été publié proposé en 2011 et publié en 2014 en tant que spécification technique. On va le voir après, c'est un document spécifique noté que ça s'appelle ISO TS 14072. Donc, il y a eu des années de rodage, de travail qui sont faits autour de ce projet-là. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle en fait un cadre de référence donc, qui est donné par ces normes. Et on va le voir, il y a une révision très récente qui, donc, elle vient vraiment donner la dernière couche et consolider le document en normes internationales. Voilà. Donc, c'est vraiment une norme qui s'adresse à toutes les organisations qui souhaitent appliquer la 14040 et la 14044, donc vraiment à l'échelle de l'organisation. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dessus, mais en fait, c'est vraiment un document qui vient se poser par rapport à la norme ISO 14040 et par rapport à la norme ISO 14044 et qui vient vraiment donner les clés autour de ces normes-là et d'adapter cette méthodologie à l'organisation. Donc, on vient aussi notamment donner les éléments et les avantages que l'ACV, ça peut donner pour les organisations. On va cadrer aussi, en fait, notamment les limites du système. C'est quoi le périmètre de l'ACV organisationnel. Et on vient aussi définir des exigences et des considérations qui sont vraiment spécifiques à l'analyse de cycle de vie organisationnel, notamment sur la partie inventaire de cycle de vie, mais aussi sur la partie évaluation de l'impact du cycle de vie. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est vraiment dans une phase d'actualité importante. Donc, on est vraiment sur la finalisation
de la dernière version du document, qui va être la norme ISO 14072 version 2024. Quelle est la différence entre la version précédente et cette version? C'est que là, en fait, ce document, maintenant, en fait, on considère que sa robustesse n'est plus approuvée. En fait, c'était jusque-là ce qu'on appelle une spécification technique. Les spécifications techniques, c'est des documents qu'on va créer au niveau normatif quand on n'est pas forcément sur un niveau de consensus très très large ou qu'on est un peu dans des méthodes ou des questions techniques qui sont encore un peu en rodage. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça va être la méthode qui va être acceptée par le marché dominant. On n'est pas tout à fait sûr de l'efficacité. Donc, c'est des documents qui sont un peu plus souples dans leur élaboration et qui permettent en fait justement plus de liberté. Et une fois que ces documents sont reconnus d'utilité, ont fait leurs preuves, sont utilisés, on va les transformer en normes internationales, ce qui a été le cas de cette révision. Donc, ce qui est très important de noter, c'est que on a fait cette révision, c'est assez intéressant, c'est qu'on a fait cette révision pour la norme ISO 14072, donc on l'a transformée en standard international, et en fait, on se rend compte que la norme étant déjà plutôt vraiment au niveau. On n'a pas eu besoin de rajouter des exigences. Donc, on est vraiment sur une méthode qui fait ses preuves, qui est validée et qui ne pose pas de problématiques dans son utilisation. C'est vraiment une méthode très consensuelle. Ce n'est pas le cas pour tous les projets. On pourra en parler à d'autres occasions. Et donc, voilà, disons que ça reconnaît, ça vient valider la qualité d'une méthode qui a fait ses preuves. Et donc, la prochaine échéance sera l'examen de ce projet en 2029. Merci beaucoup. Voilà. Merci Alexandre. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez normalement un espace dédié pour les questions qui s'appelle Q&R là, sur Teams. Donc vous pouvez mettre votre question dedans. Si vous allez voir par la suite, on va ensuite enchaîner un petit peu les présentations avant d'avoir vraiment un temps dédié aux questions-réponses où on reprendra du coup les questions que vous avez posées. Donc je vous demanderai de mettre le prénom de l'intervenant si vous avez vraiment une question spécifique à un des intervenants. Alors, on va du coup continuer. Donc là, on va du coup enchaîner sur la première partie avec la méthode normalisée de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie organisationnel, avec de la théorie à la pratique et ainsi voir 3 retours d'expérience. Et on va commencer par Marie de Saxé, qui est consultante indépendante. Bonjour à tous. Bonjour Marie, hop, je te laisse partager ton écran. Est-ce que vous voyez bien? Tout à fait. Donc, je travaille sur des diagnostics environnementaux depuis 2009, aussi bien sur des questions macroéconomiques que sur des questions plus micro, au niveau produit. Et donc, l'ADEME m'a proposé de traiter de ces 3 points suivants: le cadre méthodologique de l'analyse du cycle de vie organisationnel, les avantages et inconvénients de différentes approches. Alors, ce deuxième point n'a pas vocation à être exhaustif. J'ai choisi 3 approches, je ne pouvais pas tout présenter. Et après, une étude de cas, j'ai essayé de prendre ce qui me paraissait le plus pertinent comme étude de cas par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt dont Erwan a parlé. Donc, le cadre méthodologique, bon, il a été mieux présenté précédemment, mais là, très rapidement, juste pour dire que l'analyse du cycle de vie organisationnel, ce qui est attendu en livrable, c'est un rapport en 4 parties, exactement comme pour une analyse du cycle de vie produit, avec la définition des objectifs et du périmètre, un inventaire du cycle de vie, le calcul des résultats d'impact et des interprétations de tout ça. Et donc, dans le cadre méthodologique, j'ai choisi de me baser sur ce cadre en 4 étapes afin de comparer l'analyse du cycle de vie produit ascendante, donc bottom-up, et l'analyse du cycle de vie organisationnel descendante. Donc, le contexte et les objectifs, pour de l'affichage environnemental, ce sera PEF ou FDES, voilà. Votre inventaire du cycle de vie, il sera plutôt en unité physique. Vous avez droit à des règles de coupure, c'est-à-dire qu'il y a 5% si vos intrants correspondent à moins de 5% des impacts,
vous n'êtes pas obligé de les modéliser. Et du coup, en général, votre inventaire est présenté avec des données micro-physiques, enfin plutôt voilà, des unit processes dans EcoInvent, par exemple. Et vos résultats d'impact sont souvent présentés selon une liste d'indicateurs prédéterminés par catégorie de produits, en tout cas, par exemple, pour la méthode PEF. Et dans vos interprétations, en analyse du coût de contribution, vous voyez donc des analyses de contribution par processus, par phase du cycle de vie. Vous pouvez même comparer des produits qui appartiennent à une même catégorie de produits. Pour l'analyse du cycle de vie organisationnel descendante, donc elle peut s'appeler de plein de façons différentes. Environmental Profit and Loss Account, Natural Capital Account, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est sûr, c'est que l'inventaire du cycle de vie est un peu différent parce qu'il vous présentera des intrants et des sortants en unité monétaire ou en unité hybride, c'est-à-dire physique. Et en termes de base de données, en arrière-plan, vous aurez du coup plutôt des bases de données macroéconomiques, type Wyatt ou Exaiobase. Pour ce qui est de la présentation des résultats d'impact, il n'y a pas de consensus, enfin, en tout cas, pas particulièrement. Vous pouvez financiariser les impacts ou pas. Voilà. Et après, en termes d'interprétation et de contribution, souvent, ce que vous voyez, c'est du coup des analyses de contribution sur le portefeuille d'activité de l'organisation. Voilà. Vous pouvez éventuellement voir des trajectoires si vous répétez votre analyse d'une année sur l'autre et du coup, si vous regardez l'évolution de vos impacts d'une année sur l'autre. J'ai fait un petit point sur l'analyse organisationnelle hybride qui se base sur des bases de données. Donc, alors, elle peut se baser sur des données monétaires ou sur des bases de données hybrides, mais c'est beaucoup plus rapide avec des bases de données hybrides. Donc, du coup, c'est des bases de données macroéconomiques qui ne sont pas que économiques, mais qui contiennent des intrants physiques. Et du coup, ces bases de données-là, elles ont tendance à représenter l'économie globale de façon multirégionale ou birégionale. Il n'y en aura pas de monorégionale. Et du coup, l'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet de combiner à la fois des données macroéconomiques et des données micro type EcoInvent, etc. Et donc, en termes d'analyse de contribution, vous pouvez arriver à un niveau de représentativité technologique qui est plus intéressant si vous voulez, par exemple, aller jusqu'au niveau de votre portefeuille de produits. Voilà. Parce que le problème des données macroéconomiques, c'est qu'elles sont agrégées. Donc là, je donne un exemple d'organisation. La collecte municipale de vélos en fin de vie. Donc, c'est un cas nordique. Donc, il y a des pays nordiques, effectivement, dans lesquels ça se fait. Et donc là, c'était une municipalité bien spécifique qui avait une administration dédiée à la collecte de vélos en fin de vie. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous montrer un inventaire, à quoi il ressemble. Donc, vous voyez que cet inventaire, il est composé à la fois d'intrants monétaires, bâtiments, et d'intrants physiques. Voilà. Ce qui n'arrive pas dans une analyse du cycle de vie produit. Et du coup, en termes d'impact calculé sur cet inventaire, vous verrez donc des intrants apparaître, ça c'est classique, donc les émissions de gaz à effet de serre provenant de consommation énergétique, provenant des transports, donc voilà, du traitement des déchets, tout ça vous l'avez dans une analyse du cycle de vie produit, des émissions directes, donc là ce sera chaudière, j'en sais rien. Et là, en fait, on arrive sur des impacts qui sont moins bien représentés dans une analyse du cycle de vie produit parce que tombant sous la règle de coupure ou présentés avec, sans tenir compte des entrants monétaires. Et là, on voit que dans une analyse du cycle de vie organisationnel avec une base de données macroéconomique, vous voyez des intrants et des contributions au gaz à effet de serre venant de machines de bureau, d'ordinateurs, de matériel de communication, de matériel de transport, bon, voilà, qui souvent tombent sous la règle de coupure dans une analyse du cycle de vie produit. Et puis, donc, pour les services, là, ils sont même complètement exclus d'une analyse du cycle de vie produit. C'est tous les gaz à effet de serre qui correspondent à vos dépenses en assurance, fonds de pension, intermédiation financière, poste et télécommunications que on ne voit pas apparaître dans une analyse du cycle de vie produit classique. Donc, les avantages et inconvénients, je ne vais pas présenter toutes les approches et toutes les méthodes. Là, vous voyez donc trois analyses, trois diagnostics. La première a l'avantage d'être multi-impact, mais d'être présentée donc en termes financiers, donc par Philips. La deuxième, RTE, donc, est juste c'est juste un bilan carbone, mais il a l'avantage d'avoir été répété de 2014 à 2018, donc on voit une trajectoire qui se dessine. Et puis le dernier, c'est Decathlon. On voit une analyse du cycle de vie sur le portefeuille d'activité et puis comment, en fait, ces impacts carbone ont été ventilés sur l'ensemble des produits. Voilà. Donc ça, c'est juste trois approches différentes qui montrent les analyses de contribution possibles.
Donc là, les approches que j'ai choisi de couvrir pour en présenter les avantages et les inconvénients, c'est les 3 suivantes. La première, une analyse du cycle de vie du portefeuille d'activité de votre organisation. La deuxième, une analyse du cycle de vie du service rendu par votre organisation. Et puis, enfin, si vous avez choisi de monétariser vos impacts. Donc, si vous n'analysez que le portefeuille d'activité de votre organisation, vous verrez des analyses de contribution par activité, ce qui est logique. Vous pourrez voir des études de trajectoire si vous répétez l'analyse l'année suivante et vous pourrez activer des leviers d'action directs par rapport aux résultats, puisque si c'est l'ensemble des activités qui sont couvertes par votre entreprise, bon, bah, vous avez un levier d'action direct. Les inconvénients, c'est que c'est souvent du berceau à la porte. Il n'y a pas forcément de comparaison possible entre 2 organisations. Effectivement, c'est rare de trouver d'autres organisations avec exactement le même portefeuille d'activité. L'analyse du cycle de vie rendu par l'organisation, en avantage, vous pouvez donc étendre vos frontières de système. Vous avez une analyse du cycle de vie qui correspond plus à celle classique du berceau à la tombe qu'on retrouve dans les produits. Et vous pouvez comparer des services rendus et puis vous touchez à plus de leviers d'action, parce qu'il y a parfois des externalités que vous pouvez du coup intégrer dans votre cycle de vie et éventuellement penser à comment les internaliser dans vos coûts. Les inconvénients, c'est que souvent, quand on arrive au niveau du service rendu par l'organisation et que c'est très spécifique, il faut parfois désagréger les données macroéconomiques pour assurer une bonne représentativité technologique du service rendu. Bon, et un autre inconvénient, c'est qu'il faut établir des scénarios d'utilisation, etc. C'est ce qu'a dû faire Philips en fait pour présenter les impacts monétarisés sur l'ensemble du cycle de vie de ces produits électriques et électroniques. Voilà. Donc voilà, et la dernière approche dont je parle, là, c'est de monétariser les impacts, financiariser, ça dépend. Donc ça permet de prioriser et de comparer les impacts entre eux. Vous avez vu, là, vous ne le voyez pas, mais vous le verrez dans l'étude de cas que je vais vous présenter. Ça facilite aussi la communication. Voilà. Les inconvénients, c'est que les estimations du coût des dommages du changement climatique ou de la biodiversité, elles sont incertaines. Et puis, ça limite l'analyse aux impacts monétisables. Voilà. Je voulais juste faire un tout petit point rapide sur les indicateurs couverts dans l'analyse du cycle de vie produit classique et ce qu'on peut couvrir avec une analyse du cycle de vie organisationnel. À savoir, quand on se base sur une base de données macroéconomique, le gros avantage, c'est qu'on peut à la fois on peut également étudier, donc du coup, pour chaque activité, les emplois créés et le coût de chacun des intrants, ou voire de chacune de ces activités, la valeur ajoutée, etc. Et dans des bases si vous utilisez des bases de données macroéconomiques en unités hybrides, vous pouvez même aller jusque voir les données physiques en termes de traitement des déchets et les impacts qui correspondent à ces traitements des déchets, eaux usées, voilà. Sachant que le coût du traitement de l'eau usée, vous pouvez l'obtenir à partir d'une base de données qui n'est pas forcément hybride, mais bon, macroéconomique dans tous les cas. Un autre point que je voulais préciser et qui est intéressant, c'est que, donc en fait, grosso modo, vous pouvez couvrir pas mal d'objectifs de développement durable avec une ACV produit ascendante classique type PEF, mais vous pouvez en couvrir encore davantage en étudiant ce qui se passe au niveau de votre organisation, tout simplement parce que votre organisation, elle vous permet de créer de l'emploi, donc moins de pauvreté, voilà, de travailler sur effectivement l'égalité entre les sexes ou des inégalités globales. Et puis, un autre avantage aussi, c'est que, oui, vous regardez la consommation d'eau, mais vous pouvez aussi estimer le coût du traitement de l'eau, par exemple. Voilà, vous pouvez aussi regarder le coût de votre énergie, votre intrant énergétique, voilà, et bon, vous pouvez travailler sur la croissance économique. Et un dernier point, si vous travaillez jusque dans le détail, dans vos externalités physiques, sur le traitement des déchets, le traitement des eaux usées ou encore l'entretien des voiries, enfin voilà, voilà, ces externalités qui d'habitude se traduisent en termes de dépenses, mais ne sont pas dans votre champ d'action, là, vous pouvez peut-être aller jusqu'à créer des partenariats avec une communauté de communes qui prend en charge une partie de ce qui se passe, etc. Aller un petit peu au-delà du fait que vous avez juste payé la taxe des ordures industrielles. Voilà. Donc, l'étude de cas que j'ai choisi de vous présenter, c'était une étude de cas à 3 niveaux. Elle est intéressante parce qu'elle est à 3 niveaux et du coup, elle montre dans quelle mesure l'analyse du cycle de vie organisationnel permet d'ouvrir le champ des analyses à d'autres aspects de la pollution qui ne sont pas forcément toujours couverts au niveau produit. Et donc là, vous voyez un exemple de communication qui montre, là en l'occurrence, les impacts ont été monétarisés, à la fois sur la pollution de l'air, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation d'eau et sur la pollution de l'eau.
Et là, ce qu'on voit, c'est pour le marché de l'habillement danois, bon, bah voilà, où est-ce qu'on trouve des gros impacts? Et on voit apparaître, bon, forcément la production de matières premières et puis, cette phase qu'on voit d'habitude pas apparaître tant que ça, qui est la phase de, confection, assemblage. Mais pourquoi? Parce que là, dans ce cas précis, le découpage a été fait et heu, toutes les entreprises de fabrication de boutons, fermetures et cetera, d'accessoires, et d'autres services qui sont d'habitude un peu exclus, hors règles de coupure, voilà, là ont été mis dans ce fameux tier 1, donc voilà. Mais pour vous parler plus précisément de l'inventaire qui correspond à cette analyse, en fait, cet inventaire, du coup, il a dû être, développé à 3 niveaux. D'abord au niveau du marché de l'habillement danois, où en fait, on a regardé les entrées-sorties macroéconomiques du Danemark, donc voilà, 65 000 tonnes, de vêtements approximativement, avec 83 d'import de vêtements tout faits, voilà. Et en données secondaires, on a utilisé du coup, les bases de données que vous voyez là. Après, au niveau de l'entreprise, on a regardé le compte de dépenses de l'entreprise. Donc, elle vendait 2000 tonnes de vêtements par an, mais donc voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est confidentiel. Mais voilà, et donc là, on a dû désagréger les données parce que les vêtements que vendait l'entreprise étaient bien spécifiques, précis et sortaient un petit peu des classifications qu'on retrouve dans le code douanier danois, par exemple. Et puis, du coup, là, vous voyez effectivement les données secondaires qui ont pu être utilisées. Et enfin, au niveau matière, on a essayé de s'intéresser vraiment à l'approvisionnement matière de ce distributeur danois bien spécifique et du coup, notamment son approvisionnement en coton dans des localisations géographiques spécifiques et en laine, parce que la particularité de ce distributeur, c'était de vendre essentiellement des vêtements en matière naturelle, ce qui n'est pas représentatif du marché danois global, qui comptait de grosses parts de vêtements en fibres synthétiques. Là, vous voyez donc une autre présentation, un autre graphique. Donc, encore une fois, les impacts sont monétarisés. Donc là, on a attribué avec la méthode d'évaluation appliquée donc des impacts plus élevés au changement climatique qu'à la consommation d'eau. Bon, voilà. Encore une fois, les estimations, elles sont incertaines et elles peuvent être remises en question. Là, ce qu'on voit surtout, c'est que le marché de l'habillement danois délocalise l'essentiel de sa production en Inde, en Chine et en Turquie. Et même si l'Inde est responsable d'un faible volume, elle est responsable de gros impacts. Voilà. Mais donc tout ça en étant conscient que de toute façon, l'ensemble de ces textiles sont consommés au Danemark. Donc ça, c'était les résultats pour le groupe industriel. Et là, on voit effectivement que la part de la matière première, de la production de matières premières est très importante par rapport au reste des étapes. Et ça s'explique en partie parce qu'ils vendent essentiellement des produits à partir de fibres naturelles et beaucoup de produits à partir de laine. Voilà, et donc là, vous voyez une autre présentation qui est possible pour les résultats d'impact pour ce groupe, donc qui ont été financiarisés, donc voilà, et qui ont permis de couvrir les indicateurs suivants. Donc, ILUC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Indirect Land Use Change, et c'est une méthode qui a été mise au point par Yannick Schmidt, qui permet de prendre en compte la déforestation et les changements climatiques résultants. Et puis pour les fibres, voilà les résultats auxquels on est arrivé avec effectivement un détail de l'inventaire au niveau du produit, enfin de l'approvisionnement en laine. Donc c'était assez complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc en termes de conclusion, je ne sais pas si je suis dans les temps, mais l'analyse du cycle de vie organisationnel permet d'ouvrir le diagnostic à différentes échelles. Là, vous l'avez vu, une échelle du marché, l'échelle d'une organisation jusqu'à la porte, et puis l'échelle d'un produit, par exemple une fibre donnée. Vous pouvez observer la répartition des impacts le long de la chaîne d'approvisionnement, sur le portefeuille d'activité, sur l'ensemble des produits, et puis également, je ne l'ai pas mis, sur le cycle de vie du service rendu. Et tout cela permet d'élaborer un plan d'action, de cibler des fournisseurs, de cibler des secteurs d'activité, de cibler des séries de produits. Ce qu'on ne pense pas nécessairement à faire quand on se cantonne au niveau du produit. Et c'est tout. Merci Marie. C'était dans les temps. Génial. Hop, je vais partager mon écran. Alors pour rappel, hein, on va
avoir un temps pour répondre aux différentes questions que vous vous posez à la suite du coup de cette partie numéro 1. Donc, on va continuer avec Hélène Telon de Ginkgo 21. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, je suis la fondatrice et la dirigeante du cabinet Ginkgo 21 qui réalise, pour ceux qui ne nous connaissent pas, des analyses de cycle de vie, mais aussi qui déploie des démarches d'éco-conception. Vous avez un aperçu ici de notre activité. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, bien évidemment, c'est ce pôle sur la mesure et en particulier la CV organisationnelle. Alors, attendez, voilà, je voudrais passer à la planche suivante. Donc, à quoi peut nous servir une ACV organisationnelle? Eh bien, Marie a déjà bien introduit le sujet. La CVO va permettre d'établir une cartographie des postes d'impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ça, eh bien, ça va d'abord permettre d'identifier, alors en bon français, les hotspots, c'est-à-dire voilà, les enjeux environnementaux majeurs, mais aussi d'établir des trajectoires et de vérifier si elles sont bien suivies. On a vu un exemple tout à l'heure présenté par Marie à propos de RTE. C'est aussi un moyen d'établir des scénarios et puis de tester des façons de réduire et de maîtriser l'impact environnemental global de l'activité. Et finalement, c'est un moyen pour activer des leviers de réduction et avancer vers les objectifs. Donc, ça, c'était pour à quoi ça peut servir. Maintenant, comment réaliser une ACV organisationnelle? Eh bien, en nous appuyant toujours sur le cadre de 14072 qui a été rappelé par Alexandre en introduction, nous utilisons une méthode en 3 temps. Et vous retrouvez ici la notion d'hybridation qui a été introduite par Marie. Donc, un premier bilan Scope 3 approché. Le gros intérêt de cette démarche, c'est qu'elle va s'appuyer sur des données financières, donc sur le compte de résultat de l'entreprise. Et donc, ça facilite vraiment grandement la collecte de données. Une fois que nous avons établi ce bilan Scope 3 approché à partir des données financières et comptables, nous pouvons repérer les postes les plus importants et là, aller chercher à affiner l'analyse. Parce que comme l'a dit Marie, les données macroéconomiques au niveau d'un pays, elles sont évidemment pratiques, mais elles sont très grossières en fait. Finalement, elles n'ont pas la finesse. On a un nombre limité de branches qui couvrent un spectre de produits. Et donc, d'où l'intérêt de cette deuxième phase d'hybridation où nous allons approfondir l'analyse en allant chercher des facteurs d'émission physiques et en utilisant par exemple des bases d'ACV classiques, alors que précédemment on utilisait Exaiobase. Là, on va par exemple pouvoir utiliser EcoInvent. Et puis ensuite, ayant fait cette hybridation, eh bien, nous allons pouvoir établir un bilan global des impacts de l'entreprise qui va pouvoir servir différents objectifs parmi ceux que j'ai indiqués tout à l'heure. Alors, reprenons ce premier poste, la première étape, bilan Scope 3 approché. Nous partons du compte de résultat. Si l'entreprise a déjà établi un bilan carbone, eh bien sûr, on va s'appuyer aussi sur les données qui ont déjà été collectées. Et en utilisant donc des matrices d'impact, et essentiellement Exaiobase ici, qui elle-même est basée sur des inventaires de ressources au niveau national et des inventaires d'émissions nationales, et les tableaux entrée-sortie va nous permettre de calculer ce fameux bilan Scope 3. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. C'est un retour d'expérience d'une entreprise que nous avons accompagnée. C'est une PME dans le secteur du bâtiment qui travaille sur le second œuvre, donc plutôt l'aménagement intérieur, une centaine d'employés.
C'est une entreprise qui est déjà engagée dans la transition écologique et qui souhaitait savoir d'abord si les actions qu'elle avait entreprises étaient pertinentes et puis plus largement cartographier son impact et faire des scénarios pour construire une trajectoire. Alors, nous sommes partis de la comptabilité de l'entreprise. Nous avons établi le premier bilan rapide. Et puis, nous avons identifié certains postes. Alors, vous voyez ici, sur ce graphe, on a les différents postes d'achat et d'impact de l'entreprise. En gris, c'est la dépense. Et en euros, alors on a supprimé pour des raisons de confidentialité, nous avons masqué les axes. Et en bleu, c'est la masse. Et donc, nous avons travaillé, nous avons approfondi l'analyse sur les thématiques ici qui apparaissent avec du bleu. Donc, 40% des achats de marchandises ont été modélisés plus finement parce que ça nous permettait de représenter plus fidèlement la réalité physique de l'activité. Et une fois que nous avons donc créé ce modèle hybride, eh bien, nous avons pu éditer des résultats qui sont, comme l'a dit Marie, des résultats tout à fait classiques en ACV. Donc ici, vous avez un extrait sur le changement climatique, les particules fines, la pollution à l'ozone, ici l'eutrophisation, ici la toxicité humaine cancéreuse, et ici les ressources. Et alors, ce qui est intéressant sur ce graphe, l'histogramme là montre la répartition des contributions des différents postes. Et finalement, on pourrait considérer que la CV organisationnelle, c'est comme un bilan carbone, mais multicritère. Et donc, si on ne regardait que le bilan carbone, on aurait la première barre de l'histogramme ici. Et on se dirait que ce qui apparaît en rouge ici, par exemple le traitement des déchets de chantier, finalement, ce n'est pas très important et ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Mais si vous regardez un autre indicateur comme ici la toxicité, eh bien, et c'est assez logique, on s'aperçoit que ce poste-là représente plus de la moitié de la contribution. Donc, ce qui est intéressant à constater sur ce graphe-là, c'est que tous les impacts n'ont pas exactement le même profil et cela justifie l'intérêt d'une approche multicritère. De la même façon, vous pouvez voir que sur l'épuisement des ressources minérales, de façon tout à fait logique, la production des matériaux et des consommables de chantier représente l'immense majorité. Voilà, c'est à peu près peut-être un tiers de plus que sur la contribution au changement climatique. Donc, cela montre bien l'intérêt d'une approche multicritère. Et puis, ce qu'a apprécié l'entreprise quand nous l'avons accompagnée, ça a été de réaliser des scénarios. Donc, nous avons testé différents scénarios, par exemple l'électrification de la flotte, une augmentation du train dans les trajets domicile-travail ou un usage raisonné de certains consommables sur les chantiers. Là, par exemple, ils utilisent des films pour protéger quand ils font de la peinture et ils pensaient qu'ils pouvaient optimiser l'usage de ce film. Alors, bien sûr, c'est toujours intéressant de mener ce type d'action, mais ce que vous pouvez lire sur ce graphe, c'est que la contribution de cet usage raisonné de films de protection est tout à fait mineure par rapport au progrès qu'on peut réaliser avec les trajets domicile-travail ou avec l'électrification des véhicules. Donc, cette vision globale des impacts de l'activité, eh bien, elle permet de hiérarchiser les actions et nous le savons bien, les entreprises n'ont pas des ressources infinies et donc c'est important pour elles de savoir où placer leurs efforts. Et ce type d'approche, donc d'ACV organisationnel, permet justement d'avoir à la fois la vision globale et de construire des scénarios qui donnent l'ampleur des bénéfices à attendre de chacune des mesures envisagées. Et c'est tout ce que j'avais prévu de vous présenter. Donc, j'ai gagné un petit peu de temps, je crois. Oui, merci. Merci Hélène. Et du coup, on va continuer. Hop. Donc, la dernière personne à intervenir sur cette partie 1, c'est Dorian Issali, donc d'Inrae Transfert. Je te laisse la main, Dorian.
Yes. Eh bien, bonjour à toutes et toutes. Merci déjà pour l'invitation à participer à cette masterclass de la part du pôle éco-conception et de l'ADEME. Donc, pour conclure un peu cette session sur les retours d'expérience vis-à-vis de la pratique de l'ACV organisationnel, je vais vous parler de l'ACV organisationnel chez INRAE Transfert. Moi, je m'appelle Dorian Issali, je suis ingénieur ACV depuis janvier 2023 chez INRAE Transfert et je fais partie d'une petite équipe de 3 personnes dans laquelle on propose justement de l'ACV organisationnel parmi les différents types d'approches ACV qui existent. Là, je vous ai mis sur cette première slide un peu la manière dont on présente l'approche organisationnelle vis-à-vis des autres. Sur l'approche ACV organisationnelle ou entreprise / projet, on résume ça plus, donc bien évidemment, à l'objet d'analyse qui est le périmètre de l'entreprise ou de l'organisation. Et on précise bien qu'on cible plutôt des postes ou des étapes qu'on va évaluer l'impact environnemental vis-à-vis de ces objets, pardon. Et éventuellement évaluer des leviers de réduction, donc qui pourraient être un peu assimilés à des analyses de sensibilité pour des analyses ACV produits. Et pas du tout, par contre, sur la partie comparaison de systèmes, si ce n'est comparer l'organisation avec sa précédente version, donc plutôt trajectoire, comme ça a déjà été souligné. Tout ça pour dire que grosso modo, on caractérise l'entreprise, on la représente sous la coupe de thématiques, on va dire. Donc je vous en ai listé quelques-unes pour représenter un peu la manière dont on schématise ça, donc les infrastructures, commodités, missions, déplacements, achats, etc. Donc ça, c'est pour plutôt l'offre chez InRide Transfer. Et moi, je vais vraiment me focaliser sur des retours d'expérience sur 2 objets pour vous un peu montrer la différence et un peu les questionnements que soulève le type d'organisation quand on met en œuvre la CV organisationnelle. Le premier objet que je vais évoquer, c'est une unité mixte de recherche, en l'occurrence l'unité de mixte de recherche ITAP. C'est une unité qui a une double tutelle administrative, INRAE et Institut Agro Montpellier, qui est basée à Montpellier, mais sur 2 sites distincts géographiquement. Ses missions en tant qu'unité de recherche, c'est bien évidemment faire de la recherche. Un pan aussi sur l'enseignement et une dernière directive autour du transfert de connaissances vers les entreprises et les décideurs via des chaires industrielles, par exemple. C'est grosso modo une unité qui regroupe à peu près 70 personnes à travers 4 équipes. C'est pas une très grosse unité, mais c'est quand même un objet assez grand pour pouvoir déjà rencontrer ou avoir quelques difficultés à réaliser l'étude, ne serait-ce qu'au niveau de la collecte de données ou de la quantité de données qu'il y a à gérer. Sur cette slide, je vous ai un peu résumé, donc c'est un peu plus technique, c'est vraiment les objets, on va dire les éléments de cadrage qu'on réalise plutôt dans une ACV produit, et du coup l'équivalent côté ACV organisationnel. Donc en premier abord, on est sur bien évidemment exposer le contexte et les objectifs. Le contexte, c'est un contexte un peu global, générique de neutralité carbone, et surtout la volonté de l'unité d'aller un peu plus loin dans l'évaluation environnementale, pousser un peu plus sur le côté multicritère. Donc tout ça pour dire qu'au final, l'objectif, c'était d'analyser, quantifier des impacts environnementaux associés aux activités de l'unité, et pour identifier les postes les plus contributeurs afin de, par la suite, mettre en place des actions correctives. Il y avait aussi un peu un enjeu de servir d'exemple à d'autres unités de la même institution. Et enfin, un petit dernier objectif de comparaison méthodologique à un autre outil qui s'appelle Labo 1.5, j'en parlerai un peu après. Au niveau périmètre, pour résumer très rapidement, on était sur un périmètre cradle to gate, donc on a exclu l'aval. J'évoquerai les raisons juste après. L'unité a été représentée grosso modo sous 6 thématiques qui sont la construction des infrastructures, les commodités, à savoir la consommation d'énergie et d'eau, les déplacements domicile-travail, les missions avec les déplacements, les nuitées et l'alimentation qui était couverte, le télétravail et les achats.
Tous ces éléments, grosso modo, étaient mixés, on va dire, un peu comme un Blender pour, au final, évaluer les impacts sur une année d'activité de l'UMR, à savoir l'année 2022. Et je préciserai pourquoi on a retenu ça juste après. Au niveau des sources de données, ce qu'on avait à disposition pour réaliser l'étude, c'était donc du coup des rapports comptables, des ordres de mission, donc plutôt des données, on va dire, monétaires, et de la littérature. Et un peu la touche originale, on va dire, peut-être côté assez organisationnel, c'est plus le côté enquête interne. Donc vraiment un espèce de sondage qu'on a réalisé pour pouvoir affiner certains aspects de certaines thématiques, notamment le télétravail, les déplacements ou encore la partie alimentation pour les missions. Sur les bases de données, on a utilisé classiquement EcoInvent, Agribalis pour la partie alimentation et enfin ExioBase pour la partie monétaire sur les achats. Le fait qu'on ait utilisé ces 3 bases de données, on a dû tronquer certains indicateurs. On avait sélectionné la méthode de F, qui est la méthode recommandée par la Commission européenne. J'expliquerai pourquoi on a tronqué ces 3 indicateurs. Mais globalement, on a dû réajuster la pondération pour pouvoir exprimer un certain résultat qui est celui du score unique, qui agrège plus ou moins tous les indicateurs. Et enfin, la dernière brique qu'on n'a pas trop évoquée parce qu'on n'est pas allé trop dans l'aspect méthodo de la série organisationnelle, c'est la méthode de consolidation qu'on a utilisée, à savoir celle du contrôle opérationnel, tout simplement pour sa simplicité de mise en œuvre. Il faut savoir qu'il y a 2 méthodes, on va dire, de consolidation. Il y a celle du contrôle, soit opérationnel, soit financier, ou celle du code-part. Celle du contrôle, ça va être plus si l'organisation détient, si opère à 100% sur une infrastructure ou ce genre de choses, on va l'inclure au périmètre de manière similaire avec le côté financier. Et celle code-part, c'est plus une répartition au prorata des capitaux que l'organisation détient dans une infrastructure ou des machines ou ce genre de choses. Sauf que la quote-part, c'est un peu plus compliqué étant donné que l'objet de recherche, d'étude était l'unité mixte de recherche. Et aussi, on n'avait pas forcément l'unité qui détient des biens ou ce genre de choses. C'est plus des choses mutualisées. Donc, on a sélectionné le contrôle opérationnel. Voilà pour les éléments de cadrage. Et pour focaliser un peu plus sur l'expérience et sur le côté quels questionnements, limites et difficultés on a pu rencontrer au cours de l'étude. Les tout premiers questionnements sont plus portés sur comment, vis-à-vis de l'objet d'étude qu'on avait, on peut exprimer les résultats. Donc, savoir est-ce qu'on rapporte ça, on rapporte les impacts à des produits, donc au portefeuille fonctionnel de l'unité. Le problème avec cette approche, c'est un peu le flux de référence équivalent en ACV produit, pardon. Ce flux, il est un peu compliqué à estimer dans une approche, pour une unité mixte de recherche, étant donné que une unité mixte de recherche va, d'une part, produire des publications, enseigner, ce genre de choses, et synthétiser tout ça et communiquer les résultats à partir de cette base n'a pas forcément trop de sens au cours du temps. Donc, pour simplifier, on a grosso modo retenu l'année qui était beaucoup plus simple, un peu plus comparable par exemple, avec des bilans carbone. La méthode de consolidation, j'en ai parlé juste avant. Et enfin, la partie du coup cycle de vie, on a exclu la partie aval du cycle de vie, c'est-à-dire plus ou moins les bénéfices ou les charges associées aux produits, à l'utilisation des produits de l'UMR, tout simplement parce que c'est compliqué d'évaluer en termes méthode des bénéfices apportés par une publication à court terme ou par des connaissances apportées à la société, on va dire, de manière générale. Donc, dans un souci de simplification, on a exclu ces étapes, mais en toute rigueur, il faudrait inclure pour vraiment caractériser l'organisation de A à Z. Au niveau des difficultés qu'on a pu rencontrer plus de manière pratique, étant donné qu'on avait deux tutelles pour l'unité, la collecte de données était un peu plus compliquée, puisqu'il faut consolider les données qui viennent de 2 sources différentes, qui ne sont pas forcément synthétisées de la même manière. Et il faut vraiment faire ce travail-là pour pouvoir ensuite les intégrer au niveau du modèle, du logiciel ACV, pardon. Et enfin, l'enquête interne que j'ai évoquée, pour lesquelles quelques questions étaient considérées peut-être comme hors sujet, parce que relevant
pas forcément de choix liés aux professionnels, mais plus du cadre privé. Au niveau des limites, c'est les quelques limites qu'on peut pointer pour cette étude, bien évidemment, comme je l'ai dit, c'était la partie aval du cycle de vie qui n'était pas caractérisée. Donc l'équivalent, on va dire, un peu scope 3 d'un bilan carbone. Le mix de bases de données entre Exiobase qui est flux monétaire et Econven qui est flux physique, donc qui génère plutôt une inconsistance au niveau des données. Il y en a, Exiobase couvre plus d'activités à travers les flux. Le fait qu'on ait mixé ces bases de données, bien évidemment, du coup, on a dû exclure certains indicateurs, soit parce qu'ils ne sont pas mappés, par exemple, par Exiobase, soit parce qu'on obtenait des ordres de grandeur incohérents, notamment au niveau de la normalisation. C'était plus pour l'indicateur ressources. Et enfin, l'analyse d'incertitude, qui est normalement une partie à réaliser dans le schéma de la norme, qui était assez impraticable dans le sens où Exiobase n'a pas mappé déjà, n'a pas renseigné l'évaluation de qualité des données. Et du coup, en pratique, c'est un peu plus compliqué. Et enfin, les deux dernières limites qui sont assez communes, qui sont assez fréquentes, les forces hypothèses et la qualité des données. Sur les forces hypothèses, celle qui est surtout à retenir, c'est au niveau des achats qu'on n'a pas considéré d'amortissement au fil du temps. On s'est vraiment alloué l'impact d'un achat, donc éventuellement les gros achats sur une année peuvent vraiment augmenter, faire ressortir plus d'impact que s'il avait été amorti. Et la petite partie qui était un peu extra, on va dire, sur cette étude, c'était de faire une comparaison méthodo, puisque pour la recherche scientifique française, on a un outil qui s'appelle Labo 1.5 qui est développé par la recherche pour faire un bilan GES qui est vraiment adapté au laboratoire. Mais cet outil, il est uniquement sur la dimension climatique. Donc l'idée, c'était de confronter un peu le résultat sur l'indicateur changement climatique à celui de la sève organisationnelle, sachant que, bien évidemment, l'avantage de la sève organisationnelle, c'est d'être multicritère. Donc c'est déjà un point différenciant. Voilà, et tout ça pour dire que grosso modo, en comparant les résultats, on avait vraiment des méthodes différentes, donc des résultats incomparables, mais globalement d'ordre de grandeur assez cohérent en somme. Grosso modo, pour résumer sur cette étude ACVO, on a obtenu des résultats plus ou moins classiques ACV que vous avez déjà dû voir. Là, je vous ai sorti le résultat, par exemple, score unique, qui pointait, par exemple, les achats et l'émission comme les deux postes les plus contributeurs. Mais en réalisant l'étude, on a pu établir des indicateurs un peu plus percutants, un peu plus parlants pour des organisations. On pourrait assimiler un peu à des KPI, typiquement évaluer des intensités environnementales. La plus commune, c'est l'intensité carbone pour des achats par euro dépensé, ou encore comparer l'empreinte environnementale d'un collaborateur par rapport à son empreinte environnementale globale à l'année, juste la partie de son activité professionnelle, à quelle hauteur elle contribue à son empreinte vis-à-vis des chiffres qu'on peut trouver dans la littérature. Encore une fois, le plus commun, c'est sur le CO2. Voilà, là je vous ai mis juste un petit témoignage pour vous illustrer que les enseignements de cette étude, c'est que ça a typiquement bien démontré l'avantage du multicritère vis-à-vis d'autres approches, surtout dans l'idée d'avancer certains arguments au moment de discussion, notamment en interne, comme c'est très précisé. Je vous laisserai relire un peu plus tard si ça vous intéresse. Et en mesures concrètes, au niveau de l'unité, une des mesures qui a été mise en place, c'était par exemple pour la partie achat, qui était le poste le plus contributeur, mettre en place un seuil à partir duquel les achats doivent être justifiés pour être validés et pour être engagés. Bon, là, en l'occurrence, c'était sur le CO2, mais on peut tout à fait imaginer sur d'autres indicateurs. Ça, c'était pour le premier retour d'expérience. Et un second retour d'expérience, je vais juste vous évoquer la différence, par exemple, que peut avoir l'objet d'étude dans l'approche. Le second cas, c'était sur une microferme maraîchère agroécologique. Dans le cadre de la microferme, on avait identifié deux fonctions qu'elle produit. Donc, la première de production de légumes, avec beaucoup de variétés, puisqu'on est sur une microferme maraîchère. Et de l'autre côté, l'aspect distribution en circuit court, aussi bien par la livraison que la vente en direct sur site. Et en fait, tout ça pour dire que
pour cet objet d'étude, on pourrait envisager deux approches. C'est le produit qui vous parle peut-être un peu plus, dans laquelle, si on évalue de cette manière-là, on va pouvoir peut-être calculer des impacts par variété de légumes en sortie d'exploitation. Mais le souci qu'on va avoir, ça va poser plutôt la question des allocations. Et typiquement, dans le cadre d'une exploitation agricole, les pratiques sur le site pourraient être mal allouées à telle ou telle culture, ou c'est plutôt de manière générale des pratiques qui sont globales et qui ne devraient pas forcément être allouées, mais qui devraient être plus reflétées d'un point de vue organisation. L'autre brique qui est sur la distribution, c'est pas forcément un inconvénient, mais c'est plus une manière de représenter les choses. On va devoir aller collecter des données un peu en dehors du périmètre organisationnel pour pouvoir représenter les clients, l'acheminement jusque chez les clients des produits. Et tout ça pour dire grosso modo que l'approche produit a peut-être plus de sens d'un point de vue consommateur et moins exploitant. D'autre part, dans le cadre de l'approche organisationnelle, qui pourrait être celle qu'on a utilisée, on va plutôt avoir un impact moyen du panier de légumes produits sur l'exploitation. Et tout simplement, on va peut-être refléter plus facilement les pratiques agricoles au sein de l'exploitation. Si tout simplement l'exploitant a mis en place vraiment des choses qui ne sont pas destinées à un type de culture ou à certaines étapes qui ont lieu sur l'exploitation, mieux le représenter en ayant une brique à part dans le périmètre organisationnel. Tout ça pour dire grosso modo que ça a peut-être plus de sens d'un point de vue exploitant et que l'approche organisationnelle permet aussi d'identifier au premier abord les postes les plus contributeurs plutôt que se focaliser sur des produits qui nécessitent beaucoup plus de données si on veut vraiment mapper toute l'exploitation. Voilà, merci pour votre attention. Merci Dorian. Puisque tu es là, j'ai des questions pour toi. Oui, Donc là, on passe, on a un petit moment de questions. Donc je vais reprendre celles que vous avez posées. Alors j'en ai pour qui QR ne fonctionnait pas. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans la partie conversation. J'ai des questions pour toi. Est-ce que on ne va pas rencontrer systématiquement les mêmes problèmes de cohérence entre les bases de données si on est obligé de les mixer? C'est clair que c'est une pratique qui n'est pas recommandée de mixer les données, tout simplement parce que on augmente le degré d'incertitude en fait des résultats. A priori, moi je suis un peu moins expert sur la partie financière, donc je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre. Mais a priori, si on raisonne sur des petits objets ou des choses comme ça, c'est un problème qu'on va pertinemment avoir, mais c'est entre guillemets un peu conventionnel de faire de cette manière, puisque en fait, le fait de réaliser une ACV en flux physique à l'échelle d'une organisation, c'est inenvisageable, on va dire, en termes de mise en œuvre, étant donné le temps et les ressources que ça nécessiterait pour pas forcément une qualité très pointue et améliorée, entre guillemets. L'idée, c'est d'abord de dégrossir le trait et plus peut-être adopter l'approche hybride que Hélène a évoquée, qui a plus de sens quand on veut vraiment creuser les hotspots, tout simplement. Mais oui, grosso modo, ça, c'est pour la partie achat, mis à part si on a vraiment une quantité de données assez faible, on va devoir recourir souvent, oui, à des flux monétaires et du coup à un mix de bases de données. D'accord. Très bien. Et deuxième question, est-ce que ça serait pertinent d'utiliser le DQR dans le cadre de l'ACV organisationnel pour qualifier la qualité des données d'inventaire? Et est-ce que tu as déjà pu tester ce dispositif dans tes études?
Personnellement, non. Donc, je saurais pas vraiment, je suis pas vraiment D'accord. bien placé pour répondre à la question. Après, j'imagine que c'est faisable pour la partie organisationnelle. Je sais pas si d'autres personnes l'ont testé, mais moi, personnellement, à titre personnel, je l'ai pas fait. Donc, désolé, je peux pas trop répondre. Ok. Et est-ce que tu peux en dire plus sur les conclusions que tu as tirées de la comparaison entre Labo 1.5 et la l'ACV organisationnelle sur le réchauffement climatique en termes de qualité des résultats sur le premier outil? En termes de qualité des résultats, si on parle d'analyse d'incertitude, étant donné on n'a pas fait d'analyse d'incertitude pour la CV organisationnelle, donc ça, je pourrais pas évoquer. Sinon, au niveau des conclusions sur l'étude, on a vraiment essayé de creuser, donc on va dire 3 aspects sur les 2 méthodes. Mais après, je veux pas trop sortir du cadre de la masterclass. Mais plutôt, on a essayé de confronter les hypothèses, la source des données, sachant qu'une grosse partie de la source des données pour l'outil de Labo 1.5, c'est la base impact de l'ADEME, et c'est des facteurs d'émission. Et le dernier, c'est les thématiques, on va dire plus ou moins les objets qui sont pris en compte au niveau du périmètre organisationnel. Sinon, après, on a pas mal de choses qui sont assez communes, puisqu'on s'est aussi sourcé sur la méthode Labo 1.5, par exemple pour faire des calculs de distance sur les transports, etc., ce genre de choses. Donc, on a des choses qui étaient assez mais voilà, l'avantage surtout, c'est que la CV organisationnelle est multicritère, donc on peut identifier éventuellement des transferts d'impact vis-à-vis de Labo 1.5 qui ne l'est pas. Ok. Et alors là, j'ai quelques questions pour l'ensemble aussi des intervenants. Cette fois-ci, sur quel outil faut-il s'appuyer pour modéliser les ACV organisationnels? Euh, Est-ce que vous en recommandez? Par exemple, Sima Pro. Est-ce que vous utilisez certains outils plus que d'autres? Enfin, sur quel outil il faut s'appuyer généralement? Exaiobase Ouais, peut être lu et analysé dans CIMAPRO, dans OpenLCA, dans Brightway, voilà. d'accord. Ok. Et j'avais une question, il me semble aussi, sur les bases de données. Ah oui, et puis, Euh, il y a des outils spécifiques en open source si vous êtes bon en Python. ok. Oui, c'est ça que je voulais rajouter. Les bases de données, ben, on a déjà cité Exaiobase et qu'on peut hybrider, par exemple, avec EcoInvent. Mais comme vient de le dire Marie, ça demande quand même de savoir coder parce que l'hybridation, c'est pas du tout presse-bouton, en fait. Donc, ça va prendre du temps. Par exemple, le travail de désagrégation de données qui sont déjà agrégées. Ou alors, si vous avez, par exemple, dans une ACV eau, on va avoir peut-être de l'électricité d'un très grand nombre de pays. Et vous voulez utiliser, vous savez que votre entreprise se situe dans tel pays et donc vous allez vouloir réduire ça. Donc, ça a des conséquences ou toute une série de flux qu'il va falloir aller corriger. Et c'est là qu'on a besoin de coder. Très bien. Merci. Alors, j'ai d'autres questions. Alors, moi, on n'aura pas forcément le temps de répondre à toutes les questions, vous en avez pas mal. Donc, moi, ce que j'invite à faire, j'invite les intervenants à aller dans la partie QR. Vous avez la liste des questions avec votre nom qui est des fois cité quand c'est une question vraiment ciblée pour vous. Je vous demanderai si vous avez la possibilité d'y répondre par la suite, pendant la suite de la présentation. Voilà, ça permettra de gagner du temps. Euh, je propose du coup de continuer. On aura un autre temps pour les questions par la suite. Donc, pour ceux qui n'auront pas forcément de réponse tout de suite, on aura encore un temps du coup de discussion par la suite. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, lors de l'envoi du support, on prendra un temps aussi pour lister les questions auxquelles on n'a pas pu répondre pour y apporter cette fois-ci des réponses. Hop, je partage mon écran. Voilà. Donc on a fait la partie questions-réponses pour la partie 1.
On va enchaîner sur la deuxième partie, sur la méthode européenne OEF. Et là, c'est Philippe de Selinen qui va présenter sa partie. Philippe, je te laisse prendre la main. Merci. Je pense que vous voyez mon écran, tous. Tout à fait. Ouais, on le voit. Parfait. Merci de m'inviter aujourd'hui aussi pour présenter cette approche-là. Donc, assez brièvement, moi, je suis Philippe Osset, cofondateur de Solinen. J'avais animé la production d'ISO 14072 dont Alexandre a parlé tout à l'heure. Puis je participe aussi à PEF et OEF depuis 2013, notamment aujourd'hui dans le Technical Advisory Board. Puis avec Solinen, on travaille un peu sur ces sujets-là. Je dirais la présentation là aujourd'hui, je vais focaliser sur cette démarche d'ACV organisationnelle et la mettre en regard avec ce qu'on peut trouver dans OEF pour voir un peu les apports de cette démarche européenne à cette démarche d'ACV organisationnelle telle que définie dans ISO 14072. Et puis montrer un petit retour d'expérience aussi sur tout ce qui est approche un peu bottom-up, donc plutôt avec approche par famille et règles d'extrapolation. Donc on a vu tout à l'heure que cette ACV organisationnelle, on avait deux approches assez complémentaires. L'approche top-down, on regarde aux frontières du système et on remonte. Ça a été présenté par les intervenants de façon très claire, je ne vais pas insister. Et puis une approche plus bottom-up, on va regarder l'ACV des produits et sommer ces ACV en les pondérant par les volumes de vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu dans ISO 14072. Ça paraît beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup de produits. On se dit, mince, il va y avoir beaucoup plus de travail, ça peut être faisable. En revanche, on peut imaginer qu'on aura un peu plus de finesse d'interprétation que de considérer l'activité comme une boîte noire. Et de fait, la mise en œuvre de ces deux démarches au niveau des organisations va pas apporter les mêmes résultats. Donc, simplement déjà parce que les simplifications qui vont être réalisées dans chacune ne vont pas être les mêmes, le choix de base de données ne va pas être les mêmes, etc. Et ça ne répond pas aux mêmes objectifs. On va dire que les conclusions, en revanche, elles ont de fortes chances d'être cohérentes et même de se compléter. Alors, on a vu aussi un point historique peut-être qui n'a pas été évoqué, sur lequel je vais revenir un peu. C'est à l'époque, il y avait cette mise à jour d'ISO 14001 qui intégrait l'exigence de prise en compte du scope 3 des organisations avec des démarches d'éco-conception comme étant acceptées pour une preuve de cette prise en compte. Et effectivement, l'analyse des impacts réalisés au niveau d'une organisation, ça peut aider à identifier les aspects environnementaux clés, à tester l'effet de changement dans l'organisation avec des éventuels transferts. C'est ce besoin d'approche multicritère. Et d'une certaine façon, on a vu que la CB organisationnelle elle va pouvoir évaluer ses stratégies et les effets des démarches d'éco-conception généralisées au sein de l'organisation et pas juste sur une famille de produits. Donc, ça va vraiment supporter de la stratégie éco-conception en rentrant des décisions au sein de l'activité de l'organisation. Donc, on remonte d'un cran par rapport à l'approche produit. Alors maintenant, le lien avec OEF. Alors, OEF, soit on a suivi, soit on n'a pas suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est, on va dire, l'ACV organisationnel revu dans le contexte réglementaire européen qu'on appelle aujourd'hui PEF, mais qu'on a appelé 2013 et 2018 PEF-OEF. C'était un peu plus long à dire. Aujourd'hui, on dit que PEF comme Product Environmental Footprint. Et là, c'est Organisation Environmental Footprint. Et ça a été développé à l'image du développement de l'ACV organisationnel. Donc, en regard de l'approche produit, on avait l'approche organisation. Et initialement, il y avait une volonté d'avoir une évaluation environnementale performantielle de l'organisation. Alors, un point sur lequel je tiens à insister, ça n'apporte pas de pertinence à la comparaison de deux organisations, au sens ACV du terme, parce que les services rendus par les deux organisations sont rarement les mêmes. Et ça, dans ISO 14072, c'est très clair aussi, on ne compare pas des organisations entre elles,
parce que simplement, elles n'ont pas les mêmes services rendus. Soit c'est pas la même nature, soit même si c'est à peu près les mêmes services, il n'y a pas la même intensité, on ne vend pas les mêmes volumes de vente, etc. Hein, donc, voilà. Alors, effectivement, comme PEF, OEF présentait des niveaux d'exigence et de précision élevés. Pour répondre à cet objectif initial de caractériser les impacts d'une organisation, et on pourrait le voir dans un contexte d'éco-conception comme des exigences un peu trop élevées et qu'on va devoir simplifier un peu dans le cadre de démarches d'éco-conception ou de cette stratégie organisationnelle. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça nous simplifie la tâche. Toutefois, des bénéfices apportés par PEF et OEF peuvent rester utiles. Alors, je vais vous le montrer juste après, hein, mais globalement, on a la précision de choix qui peuvent être appliqués dans le cours de la démarche. Tout à l'heure, il y avait une question sur l'électricité verte. C'est très clairement spécifié dans OEF. Et ça l'est pas dans 14072, donc on ne sait pas trop comment faire. Là, on sait un peu plus faire. Alors, je ne dis pas qu'on sait totalement faire parce que voilà, il y a encore des choses à faire progresser. Il y a le choix des méthodes d'impact qui deviennent un peu plus courants et répétitifs. Avant, quand j'ai commencé à travailler, il y en avait une cinquantaine. Aujourd'hui, on se focalise souvent dans les méthodes qui ont été choisies, promues au niveau européen dans le cadre de cette démarche PEF. Et puis aussi, ça a formé des nouveaux entrants. C'était l'intérêt de la démarche PEF et OEF. Il y a des gens qui ne connaissaient pas l'ACV avant de commencer ces démarches-là. Et finalement, aujourd'hui, ils connaissent que PEF et OEF. Si, il y en a. Donc, il est possible de simplifier cette démarche OEF si on la connaît sans avoir lu ISO 14072 pour supporter aussi une stratégie d'éco-conception. Alors très concrètement, je ne vais pas vous faire en quelques minutes les 192 pages de ce guide, donc je vous invite à le télécharger. Dans une des questions, j'ai mis un lien, donc vous pouvez. Dedans, vous allez retrouver comment on prend en compte les activités directes et indirectes. Alors ils disent des exigences de modélisation dans le cas de OEF, on peut le voir aussi comme des choses qui nous sont utiles. C'est pas juste pénible, mais ça aide parce que ça évite, ça permet d'avoir des réponses aux questions. Justement, comme je mentionnais, l'électricité, on voit à peu près comment faire. Le transport, la prise en compte des infrastructures, le stockage, la fin de vie, l'usage, la durée de vie, tout ce qui est captation et émission de CO2, tous les offsets. Donc, le traitement des approches multifonctionnelles, la collecte de données, tout ça, il y a des recommandations. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir nous servir en pratiquant ces démarches-là. Et on retrouve évidemment la structure qu'on avait en ACV. On va dire que PEF et OEF initialement avaient pour but de tout mettre à la poubelle et de tout refaire. Bon, in fine, il y a quand même une cohérence avec ici, je dirais, un complément qui permet de travailler de façon à peu près similaire entre praticiens, sachant qu'aujourd'hui, chaque praticien fait un peu ses choix. À un moment, si on veut commencer à comprendre un peu ce que fait l'autre, il faut parler à peu près les mêmes langages et faire à peu près les mêmes choix. Voilà. Alors, en retour d'expérience là-dessus, déjà pour l'approche du bas vers le haut, donc regarder les ICV spécifiques de chaque produit d'une organisation, c'est rarement fait parce qu'il y a énormément de références dans l'organisation et il y a une charge de travail associée qui fait peur. Donc on dit ça va pas être possible de faire le bottom-up. Donc je tiens juste à dire que là on a les passeports digitaux produits qui sont en train d'être envisagés par la Commission européenne, qui vont imposer le calcul d'un ICV spécifique à chaque produit, voire même sa vérification dans le cadre de la Green Claim Directive. Donc ce qu'on juge difficile aujourd'hui, demain ça devrait être faisable. Sinon on va être gêné. Quoi qu'il en soit, si on a des produits très différents, l'idée ça va être de créer des familles de produits. Une espèce de typologie qui sera justement liée à des règles d'extrapolation qu'on va pouvoir faire au sein de la famille. Des sodas, voilà, il y a les sodas, donc je fais l'ACV d'un produit de référence et j'extrapole mes autres sodas à ce produit-là. Mes cacahuètes, mes produits salés, je fais l'ACV d'un produit salé et j'élabore des règles d'extrapolation. Ça peut être lié à l'épaisseur, la longueur, le diamètre, la taille, la puissance d'un équipement, tout ce qui va être très peu impactant au global, donc les couleurs, la peinture qu'on met dessus, je ne sais pas. Voilà. C'est des exemples, mais qui permettent d'élaborer des règles d'extrapolation. En pratique,
hein, dans les projets qui vont venir, là, j'imagine, il faut trouver des familles suffisamment homogènes pour l'établissement de règles d'extrapolation, avoir un produit de référence par famille, ce qui veut dire, en gros, pour rester dans des budgets raisonnables et des charges de travail qui se maîtrisent, hein, dans un délai pas trop long, je dirais c'est entre 10 et 15 familles homogènes. Et les règles d'extrapolation, voilà, au sein de ces familles, vers ces 10 à 15 familles homogènes. Il va falloir réaliser l'ACV approprié pour les produits de référence, hein, donc ça veut dire une quinzaine d'ACV plutôt simple, hein, on n'est pas obligé d'aller au niveau PEF, hein, justement. On aura des extrapolations derrière, donc le niveau de précision, je t'en ai parlé de questions avec les qualités des données. Là, l'idée, ça va être d'avoir quelque chose quand même qui permet d'élaborer une stratégie, mais la communication derrière environnementale, c'est pas ça qui est attendu, donc il ne faut pas chercher à la faire avec ces projets-là, sinon on n'y arrivera pas. Et calculer le poids de chaque famille au vu de son ACV de produits de référence, des règles d'extrapolation et des volumes de vente des produits de la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ACV organisationnel ne risque pas d'être très approprié pour un distributeur, parce que s'il distribue beaucoup de produits pour lesquels il n'a pas l'ICV, ça ne va pas être faisable dans cette approche, hein, bottom-up. Ça peut être facilité pour quelqu'un qui a déjà mis en place, toutefois, hein, une démarche très systématique sur l'ensemble de ses produits. Il y en a quelques-unes quand même qui sont prêts presque pour le passeport digital produit. Et puis, il va falloir réaliser l'ICV du produit de référence et avec une charge de travail qui va être appropriée. Si je prends des équipements, l'ICV d'un produit de référence câble, ce n'est pas le même qu'un produit de référence ascenseur, hein, on imagine bien. Pas forcément besoin de l'expliquer en masterclass. Mais globalement, à un moment, il faut bien quantifier la charge de travail pour faire cette approche-là, avec des analyses à la fin qui vont être globales. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails de chaque ICV de produit, de l'analyser en détail. L'idée, c'est de l'analyser le global et de tirer des recommandations au niveau de l'organisation qu'on va être capable de décliner dans chaque famille de produits. Si on s'aperçoit que, par exemple, l'huile de palme, c'est le contributeur principal aux impacts de l'entreprise, on va savoir qui consomme et savoir aller rentrer dans la famille de produits et essayer de tester des alternatives. Donc ça, c'est un des bénéfices de cette démarche bottom-up. Donc ces analyses de contribution au niveau famille de produits, pour voir celles qui contribuent le plus aux impacts environnementaux, hein. C'est assez difficile à faire avec une approche top-down, voire impossible, sauf à faire des allocations, mais alors là, ça devient compliqué. Identifier quel contributeur principal pour chaque famille de produits, avec des analyses et des effets croisés entre les familles, parce qu'évidemment, si on prend un choix au niveau d'une famille, il peut avoir un effet sur l'ensemble des familles ou sur une partie un peu plus importante des familles, et de même sur les analyses croisées entre impacts environnementaux. Si on fait un achat amélioré pour tel ou tel impact, on peut avoir des effets sur les autres impacts, pas uniquement des transferts, mais parfois aussi des approches positives. Et enfin, cette évaluation globale multicritère au sein de l'organisation, elle peut se déployer vers les fournisseurs et vers les clients, même je dirais, elle doit le faire. Donc voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai tenu à peu près les délais. Tu as très bien tenu les délais. Merci. Merci Philippe. Et on va passer du coup. Hop, et on va passer à la troisième et dernière partie, qui est la triple comptabilité. Bon, très heureux. Bonjour à tout le monde. Alan Fustek, donc je suis le fondateur du cabinet Goodwill Management. Il y a une certaine complémentarité bien vue par l'organisateur entre les exposés précédents et celui-ci. Je pense qu'on cherche tous la même chose, c'est-à-dire d'avoir une forme de cohérence entre de la mesure d'impact à l'échelle d'une organisation, ACV organisationnelle, et puis de la mesure d'impact à l'échelle d'un produit. Nous, dans ce cadre-là, on a un historique, on existe depuis 20 ans, on a un historique où on a beaucoup investi sur une approche top-down, c'est-à-dire en partant de l'organisation et de ses impacts et pour descendre jusqu'au produit, même si par ailleurs, j'allais dire un peu comme tout le monde, on fait des ACV. Et voilà, on a essayé de rabouter les deux. Et donc, je vais vous parler de la méthode qui permet de faire ça, Thesaurus 3K, pour triple comptabilité.
Et vous voyez effectivement sur la droite de ce premier écran des entreprises qui s'en servent. Et puis, nous lançons en ce moment une chaire aussi pour rendre plus robuste sur le plan scientifique la méthode de triple comptabilité que nous avons mise au point, qui est déjà adossée intégralement à des travaux scientifiques. Mais on est certain qu'on peut encore progresser. Et ça se fait dans le cadre de Rennes School of Business. Donc, la chaire démarre maintenant. Donc, chez Goodwill, on considère que finalement, dans le domaine de la RSE, il y a deux ambitions qui sont probablement successives. La première, c'est ce que nous appelons la RSE 1.0, c'est-à-dire je réduis mes impacts. Et la deuxième, c'est la RSE 2.0, je rentre dans le donut, je pense que tout le monde connaît le donut ici, et les travaux du Stockholm Resilience Center qui ont modélisé des limites à ne pas dépasser pour rentrer dans le donut sur 9 critères. Je ne rentre pas dans les détails parce que le temps est compté. Alors en fait, notre travail a beaucoup comment dirais-je, pris en compte ces sujets. On travaille depuis longtemps sur la déclinaison des limites planétaires à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une entreprise, etc. Et bien évidemment, dans toute cette activité, on travaille au démarrage, c'est ce qui a été montré précédemment, on travaille avec des unités physiques ou avec des conversions d'unités physiques en équivalent d'autres choses, mais on est toujours dans l'unité physique. Voilà. Et donc les mesures d'impact aujourd'hui, par voie de conséquence, sont faites en unités extra-financières. Et nous, on met beaucoup l'accent sur la financiarisation. Alors pourquoi financiariser et d'où le fait qu'on arrive à une méthode de triple comptabilité. L'intérêt, c'est d'avoir la vision synthétique en ramenant tout à une seule unité, ce qui permet à la fin de la journée de savoir si telle activité est plus impactante que telle autre, sachant qu'elle peut l'être beaucoup plus dans un domaine et beaucoup moins dans l'autre. Et la résultante au final, c'est quoi? Avec une seule unité, c'est plus facile à établir. C'est très important à notre avis et c'est la suite de l'aventure malgré la position actuelle de l'Europe sur la taxonomie, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir établir sur des bases factuelles des niveaux de taxes, de dettes, d'amendes, de dommages et intérêts, etc. Et pour l'instant, on ne sait pas le faire. Et puis, ça aide aussi une entreprise à avoir une vision claire de son écart à l'objectif, parce que ça a le mérite d'être simple. Donc en fait, le point de départ de notre travail, vous allez voir qu'on descend maintenant au niveau du produit ou du projet, c'est de produire un compte de résultats étendu et un bilan étendu. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut être capable de mesurer tous les impacts que l'entreprise peut avoir sur ses parties prenantes. En fait, dans le domaine de la triple comptabilité, aujourd'hui, vous avez deux approches qui font ce travail-là sur la partie globale, enfin sur tous les impacts de l'entreprise socio-environnementaux. Et sur la partie environnementale, il y a deux approches. Il y a une première approche qui consiste à dire, pour financiariser les impacts, on va calculer un coût de conservation ou de réparation instantanée du dégât qui a été occasionné. La méthode qui est fondée là-dessus s'appelle aujourd'hui la méthode CARE. Et puis une deuxième méthode qui consiste à calculer un coût à ne rien faire. Et c'est cette méthode-là que nous avons retenue. Et donc, en fait, on calcule un impact d'une dégradation environnementale sur l'économie à long terme. Et donc, bien sûr, on ne donne jamais un prix à la nature. On dit, si on surconsomme du capital naturel aujourd'hui, voilà ce que ça aura comme conséquence économique pour nos enfants. C'est ça le principe général. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on ne se limite pas à une comptabilité environnementale. Vous voyez qu'on mesure des flux de valeur ajoutée directe, indirecte et induite, de l'empreinte socio-économique. On regarde ça à l'échelle de l'entreprise et on le regarde aussi en fonction de la valeur ajoutée que l'entreprise génère chez ses clients.
Donc c'est le carré orange là que vous voyez au-dessus. Et puis ensuite, on mesure les externalités, les effets collatéraux sociaux, c'est-à-dire que quand l'entreprise se développe, il y a des accidents du travail, il y a de la précarité de l'emploi, il y a des maladies professionnelles, il y a des inégalités salariales, que sais-je encore, plus ou moins importantes. Et puis, bien sûr, je vais me centrer sur les externalités environnementales qui sont calculables à l'échelle de l'entreprise, mais également dans toute la chaîne de valeur, comme on le fait en bilan carbone avec le scope 3. Voilà, donc on fait ça sur, en fait, si vous voulez, tous les critères qu'on a retenus, je vais vous les montrer tout de suite. On le fait sur les 3 scopes, c'est-à-dire sur l'impact direct de l'entreprise et puis ce qui se passe en amont et en aval. Et on applique ça à une entreprise, à un projet ou à un produit. Et donc, c'est une intégration de la triple comptabilité et de l'ACV sur laquelle nous avons réussi à démouler quelque chose. Voilà. Alors ici, vous retrouvez un petit peu l'image du donut, hein, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les impacts sociaux et sociétaux qui nous concernent moins aujourd'hui, vous voyez, santé, sécurité au travail, précarité de l'emploi, etc. Là, vous pouvez avoir des impacts positifs et des impacts négatifs. Et puis sur la droite, vous avez tous les sujets qu'on prend en compte. Donc on peut assimiler ça à de l'ACV simplifié au point de départ, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment, la pollution de l'air, l'artificialisation des sols et les conséquences sur la biodiversité, la production de déchets, la pollution de l'eau, la consommation d'eau et les ressources naturelles. Donc on a un champ de travaux plus restreint que ce qu'on a vu dans d'autres exposés avant moi, mais qui donne quand même une assez bonne idée de ce que des impacts de l'entreprise ou de ses projets ou de ses produits. On a fait donc, comme je vous disais, un boulot important. On a mis plusieurs années pour aboutir à quelque chose. On est parti des limites planétaires, on les a ramenées à un pays, par exemple la France. Ensuite, on les a ventilées par secteur. Et ensuite, on a donc des quotas de limites planétaires qu'on obtient pour n'importe quelle entreprise avec une règle de 3 toute bête, valeur ajoutée de l'entreprise sur PIB du secteur. Et donc, on est capable comme ça de donner un quota de limite planétaire pour n'importe quelle entreprise et en aval pour n'importe lequel de ses produits. Je précise pour la granularité à l'échelle du secteur que on fait ça en fonction de l'intensité des besoins du secteur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un secteur qui consomme 3% de l'eau douce tous les ans en France, on va lui donner 3% du quota. Voilà. Et après, on va mesurer sa consommation réelle par rapport au quota qu'on lui a attribué. Le travail commence bien évidemment, comme pour tout le monde, en unité physique. Et puis après, nous avons des conversions avec des publications académiques diverses qui nous permettent de financiariser. Le carbone, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'il y a pas mal de littérature, mais les impacts sur l'eau, la destruction de services écosystémiques, etc. Puis vous voyez que j'ai encadré, calculé les seuils et les limites. Et donc, ça, c'est un autre travail, effectivement, qui consiste à trouver la bonne façon de ventiler les seuils en question, comment dirais-je, les quotas de limites planétaires au niveau des différentes entreprises. Donc, on fait les 2 calculs en même temps quand on fait le travail pour une entreprise. Et puis voilà un exemple de résultat. Donc voilà, on a ici un cas où vous voyez par exemple, alors là on est sur un résultat financiarisé, j'aurais pu le présenter en unité physique. On a des émissions de gaz à effet de serre financiarisées qui sont en scope 3 à 450 000 €, alors que le quota est de 100 000 €. Donc ça veut dire que la dette environnementale sur le carbone de l'entreprise est de 350 000 €. Et puis vous avez la même chose pour les autres impacts du modèle, c'est-à-dire la pollution de l'air, l'artificialisation des sols, etc. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on dit voilà, s'il y a surconsommation de capital naturel, il y a dette environnementale, dès lors qu'on va au-delà du quota de limite planétaire. Pour l'entreprise que nous sommes en train de regarder,
ben, je développe un tout petit peu, hein. C'est une entreprise qui fait 1 million d'EBITDA tous les ans et qui a une dette environnementale de 1,4 million. Donc, ça veut dire que si on intègre la dimension environnementale, ben, elle détruit de la valeur. Et puis, j'insiste aussi sur le fait que c'est une entreprise qui est labellisée ISO 26000, Convention des entreprises pour le climat, entreprise à mission, ce qui nous donne une idée du chemin qui reste à parcourir pour que nos économies rentrent dans le qualificatif soutenable. Voilà. Et puis, bon ben voilà un autre exemple. Alors celui-là, je ne vais pas le citer parce que j'ai pas le droit. Celui-ci, il est publié. Donc c'est une entreprise agroalimentaire bretonne où on voit les impacts socio-économiques, les externalités sociétales et les impacts environnementaux financiarisés. Et puis je termine en disant que tout ça, ben, on est capable de le ventiler dans un compte de résultat étendu et dans un bilan étendu. Si on est en dessous des quotas sociaux et environnementaux, ben, on a une avance. Et puis si on est au-dessus, ben, on a une dette. Et donc, voilà, on produit ce genre de trucs et on fournit à nos clients effectivement des bilans étendus avec, vous voyez, je fais un tout petit focus sur le bilan puisque le temps est limité. Vous avez votre bilan classique là avec les immobilisations, les actifs circulants, les fonds propres et les dettes, hein, ça vous connaissez par cœur. Et puis, ben, nous, on fait péter cette frontière-là et puis à l'actif, ben, on peut avoir des avances en capital social, en capital sociétal, en capital naturel. Il y a aussi une dimension ici que la comptabilité ignore et qu'on n'a pas oublié, c'est la valeur immatérielle. Et puis de l'autre côté, ben, si on a surconsommé, on a des dettes. Donc voilà un petit peu le principe. Et comme je vous le disais, là je vous ai montré un exemple sur une entreprise. Mais on a ça aussi à l'échelle d'un produit. Voilà. Donc, la messe en matière d'intégration de l'amont et de l'aval, de l'organisation et de ses produits n'est pas dite, hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est la raison pour laquelle on a cette chaire qui démarre là. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que j'ai été dans le timing. Je vais reprendre du coup les questions qui ont été posées. Je vais reprendre les dernières là. Il y avait une question pour toi, Alan. Pour du coup ton approche triple compta, ça consiste du coup en fait à combiner l'ACV économique et l'ACV social, mais sur le périmètre organisationnel. Est-ce que tu confirmes? Oui, c'est ça. Ok. Et si oui, du coup, Exiobase est-elle inclus dans les indicateurs sociaux? Est-elle inclus dans les indicateurs sociaux? Pardon, est-ce qu'elle inclut des indicateurs sociaux? Exiobase, à ma meilleure connaissance, on s'en sert pour toute la partie impact environnemental. À ma meilleure connaissance, dans Exiobase, il n'y a pas d'indicateurs sociaux, non. Donc sur les indicateurs sociaux, en fait, on a une approche qui est une approche qu'on appelle en bon français best in class, c'est-à-dire on regarde la meilleure performance sociale des très bonnes entreprises dans un pays, en matière par exemple d'accidents du travail, en matière comment dirais-je, en matière d'égalité salariale, etc., etc. Bien. Oui, Marie, tu voulais intervenir? Si, Exiobase propose des extensions environnementales. Enfin, en tout cas, il y a des cabinets qui proposent d'ajouter des extensions En sociales. extension? Ouais. Des extensions sociales? Oui. Ah d'accord, ok. Après, toutes les méthodes sont discutables, hein, mais voilà, comme de toute façon, il y a la valeur ajoutée et le nombre d'emplois, donc salaire élevé, salaire moyen, salaire faible. Ouais, mais je pense, enfin bon, ok, je pense pas qu'on ait les accidents du travail et ces trucs-là. Non, il n'y a pas tout, effectivement. Voilà, Il y a des calculs qui sont faits, notamment à partir du pays, de la perte qu'il y a eu sur en corruption ou en autre truc, etc., de ce qui a été alloué à l'hygiène, ce qui a été alloué à l'éducation, ce qui a été alloué à différentes parts, et du coup, on en déduit par pays pas mal de choses quand même. Ok. Très bien, merci. J'ai une autre question pour toi, Alan. Dans la limite des 100 000 euros, est-ce que la valeur, elle est calculée en fonction du nombre de salariés? Non, elle n'est pas calculée en fonction du nombre de salariés, elle est calculée en fonction de la taille de l'entreprise qui est basée sur sa valeur ajoutée. D'accord. Et quelle est la différence entre le capital social et sociétal?
Alors, le capital social, ce sont les citoyens, les personnes, voilà. Et le capital sociétal, c'est la puissance publique, les infrastructures, l'État, etc. Très bien. Ok, merci. Alors, je vais Je reprendre prends un du coup les... exemple juste là-dessus pour être plus clair Vas-y. peut-être. Les accidents du travail, vous pouvez les regarder en fonction de l'impact d'un accident du travail sur l'économie d'une famille, par exemple. Et puis l'impact sociétal, ben, c'est l'impact sur la Sécu. D'accord. Voilà. Ouais, c'est plus clair. Très bien, merci. J'avais des questions. Alors, je vous rappelle, hein, du coup, on va pas réussir à répondre à toutes les questions, mais donc les questions auxquelles on n'aura pas répondu, on enverra du coup les réponses par mail quand on vous enverra du coup le support de cette masterclass. Ensuite, donc ça, on avait répondu. Alors là, c'est plus du coup une question pour l'ensemble du coup des intervenants. Est-ce que du coup l'ACV organisationnelle converge avec la comptabilité carbone analytique et où est-ce qu'il y a de vraies différences, hormis l'aspect multicritère? Parce que, alors du coup, la personne qui a posé la question a l'impression que les méthodes foisonnent. Il y a pas mal du coup de méthodes différentes. Merci. Par-ci, par-là, mais qu'au final, apparemment, enfin, on parle à peu près de la même chose. Est-ce que du coup, il y a vraiment quelles sont les différences en fait entre l'ACV organisationnel et la comptabilité carbone analytique? Bah, c'est surtout le multicritère si on regarde ça vue d'avion. Ouais. Mais c'est fondamentalement important parce qu'il y a beaucoup de transferts d'impact. Bien sûr. Donc c'est Et vraiment... c'est très important aussi parce que sur le multicritère, ça oblige. En fait, là, le problème, c'est que si vous faites du carbone, vous allez forcément introduire un prisme au niveau de votre collecte des intrants. Ce qui vous intéresse, c'est les intrants énergétiques. Et ça pose problème d'introduire ce prisme en amont, en fait. Ce que vous ne faites pas quand vous faites une ACVO, dès que vous partez du compte de résultat, rapport moral, financier, vous êtes obligé de considérer l'ensemble des intrants économiques. Alors effectivement, il y a un prisme économique, mais qui peut être ajusté avec des données physiques qui permettent de compléter un peu le modèle. Ok, bon, très bien. Du coup, principalement du coup l'aspect multicritère hein, qui différencie du coup les deux approches. Très bien, merci. La question, ok, on a les réponses. Hop, pareil, réponse, ça a été répondu. Alors, je me parle à moi-même. Oui, j'avais des questions pour pour toi, Alexandre. Est-ce que la norme 14075 sur l'ACV social est finalisée ou est-ce qu'elle est encore en discussion? Alors, donc effectivement, merci pour cette question. C'est aussi un projet qui arrive, qui vraiment, en fait, il y a eu un cycle normatif dans lequel il y a eu la norme sur l'ACV organisationnelle qui vient d'être finalisée. Et dans le même cycle normatif, il se trouve que, oui, effectivement, la norme sur l'ACV sociale est aussi en cours de finalisation. Elle devrait être publiée de mémoire, là, comme ça, je dirais, il me semble, vers septembre. Donc là, on est vraiment sur la finalisation du vote, dernière mise à jour plutôt au niveau de l'édition sur les dernières fautes de frappe qui peut rester dans le document. Et donc normalement, le document devrait être publié en septembre. Il a été repris en collection française, donc traduit aussi en français. Donc effectivement, AFNOR fera probablement une communication à ce niveau-là lors de sa sortie à ce moment-là. D'accord, très bien. Et toujours pour toi, Alexandre, est-ce que du coup toute entreprise ou toute organisation qui voudrait mettre en place une ACV organisationnelle, elle doit obligatoirement suivre la 14072? En soi, comment dire, a priori non, mais c'est un peu le cas pour toutes les normes puisqu'elles ne sont, c'est pas des normes qui sont certifiables et certifiantes. Disons, c'est des normes qui sont là pour être des guides. Disons que si on veut être certifié 14001, donc management environnemental, c'est simple, on suit la 14001 et il n'y a pas le choix. Là, l'idée, c'est vraiment
de donner un ensemble de lignes directrices pour faire au mieux une ACV organisationnelle. Mais en soi, dans l'absolu, comme il n'y a pas de certification derrière, à ce que je sache, c'est comme pour l'ACV normale. Personne ne va venir nous dire que on n'a pas exactement suivi les règles. Après, il y a toujours les questions de divulgation d'informations, de déclaration, etc. Mais au-delà de ça, en fait, si c'est un exercice interne, il n'y a pas d'obligation, enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, je pense que effectivement, l'idée, c'est quand même des normes sont faites avec un grand nombre d'experts, grand nombre de personnes de toute taille d'entreprise et de tout type d'industrie. Et l'idée, c'est d'être assez général. C'est des normes qui sont bien structurées et qui permettent en fait à tout type d'organisation de pouvoir faire leur analyse de cycle de vie. Très bien. Merci Alexandre. J'avais une question pour Philippe. Est-ce qu'il y a des logiciels qui permettent de gérer la démarche bottom-up, des ERP par exemple, ou des outils intégrables à des ERP ou des logiciels de management? Est-ce que tu sais, est-ce que C'est tu peux bien, dans la répondre? question, il y a déjà une petite partie de réponse. Donc effectivement, il est astucieux pour gérer au mieux de collecter les systèmes existants dans l'entreprise pour comptabiliser les flux à ces outils d'ACV que nous utilisons tous les jours, donc genre Simapro, pour simplifier ces démarches-là. Ouais. Et en fait, ceux qui ont déjà mis en place des pratiques assez systématiques de réalisation d'ACV de leurs produits ont mis en place des outils effectivement en interne pour ça. D'accord. Et chaque entreprise, je dirais, doit s'organiser en fonction de ce qui existe. Il ne s'agit pas de tout refaire. Pour moi, c'est vraiment de prendre connaissance de la façon dont les consommations, les rejets sont pris en compte et les ventes, et pour ensuite mettre en place un système approprié qui simplifie le travail. Ouais. Très bien. Et alors, je crois que c'était peut-être pour. J'ai aussi une autre question pour toi aussi, je pense aussi Philippe. Est-ce que une organisation qui a en partie une activité de distribution et en partie production, quelle serait la meilleure approche? Ah bah, sur le, moi je dirais enfin, je disais tout à l'heure, pour une société de distribution, c'est un peu compliqué parce qu'elle a énormément de produits. Après, moi je dirais, il y a sa société, ce qu'elle produit, pour voir, on pourrait penser marque de distributeur pour un distributeur versus marque, grande marque. Justement, il y a un moment, c'est se dire dans sa stratégie, est-ce qu'il faut éco-concevoir ses produits de distributeurs en remplacement des produits des marques. Mais là, la question demanderait de quantifier l'impact des produits des marques, donc des choses auxquelles elle n'a pas forcément facilement accès et qui, pour le coup, seraient en concurrence avec ses produits. Donc, c'est pas très évident d'avoir accès à ces données-là, mais après les modéliser et essayer de voir comment produire soi-même des produits plus performants, pourquoi pas. En sachant qu'en général, ces produits de distributeurs sont plutôt faits par les fabricants des produits des marques. Donc, il y a aussi je dirais, quelque chose qui parfois est très similaire. Mais regarder l'ensemble se focaliser juste sur ce qu'elle fait, ça ne suffirait pas pour nous. Si elle vend certains produits, ça vaut vraiment la peine de regarder l'ensemble et pas uniquement ce qu'on produit. Et ça, c'est une vision de mon côté. Ça ne sert à rien de s'améliorer chez soi si on distribue des produits Oui, bien qui sûr. vont pas. Très bien. Eh bien, merci. Je pense qu'on a, alors, il reste quelques petites questions en suspens, mais je pense qu'on a balayé du coup la majorité quand même des questions. Donc, eh bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre participation. On apportera du coup, on vous enverra un mail dans les prochains jours où vous retrouverez le support de présentation, les questions auxquelles on n'a pas forcément encore répondu pour l'instant. On se permettra du coup d'apporter du coup des réponses aux questions dans le mail qu'on vous enverra par la suite. Et en ce qui concerne du coup l'enregistrement de la vidéo, vous aurez des informations supplémentaires, mais normalement cette vidéo n'a pas pour objectif d'être communiquée comme le webinaire qu'on a réalisé sur l'appel à manifestation d'intérêt. Voilà. Alors je crois que est-ce que il y avait des participants qui souhaitaient du coup qui levaient la main, par exemple Jérôme.
Alors, normalement, vous avez votre micro est coupé, donc si vous voulez du coup intervenir, vous pouvez du coup mettre votre remarque ou question du coup dans la conversation ou dans le QR. Voilà, vous pourrez le faire du coup à la suite, même si du coup la, 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 la réunion se termine. Voilà, si vous avez des questions plus précises ou etc., ou en ce qui concerne du coup les personnes qui sont intervenues, vous pouvez du coup les contacter ou alors me contacter moi, d'accord, et je redirigerai si c'est des questions spécifiques à un des participants. Voilà. Je vous remercie du coup de votre participation, de votre présence et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée.